Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents chez Filigrane ce soir pour notre rencontre du jour. Je vous avoue que c'est avec un immense plaisir que je suis là pour accueillir Tom Lanois, que vous connaissez certainement parce qu'il est mille choses à la fois. Il est romancier, il est poète, il est dramaturge, il est également scénariste. On ne connaît malheureusement, il n'y a que trois publications de ses ouvrages en français. Quelques pièces de théâtre également, mais petit à petit, le fossé se comble et donc il est avec nous ce soir pour nous parler de son dernier ouvrage, Tombé du ciel, publié aux éditions de La Différence. Alors, je vous explique un petit peu le programme. Si Tom Lanois veut bien, je vais lui demander d'expliquer en 2-3 mots le pitch du livre, qui est juste complètement génial. Puis on vous fera une lecture d'une dizaine de minutes, et puis on passera à l'échange. Mais pour cela, s'il vous plaît, je vais vous demander d'éteindre vos GSM. Et je vous préviens également qu'il n'y aura plus de boissons chaudes au bar, pour des soucis de compréhension. Bonsoir Tom Lanois. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ouais, je suis ravi aussi. Hein. Et tout d'abord, comme toujours, je m'excuse pour les erreurs que je je suis déjà en train de faire contre la belle langue française, mais je vais essayer, hein, enfin. C'est super. OK. Parfait. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 3 mots de quoi parle votre livre? Ouais. C'est pas si génial, mais que c'est réaliste. C'est basé sur une histoire vraie. Et c'est un accident fou, complètement fou, qui s'est passé tout à la fin de la guerre froide. Et c'est passé en Belgique. Comme presque toutes les guerres sont passées vraiment de Waterloo jusqu'à le grand bataille de Bastogne. C'était un avion russe, un MiG, qui s'était, décollé, opstijgen, ja, en Pologne, où à ce moment étaient déjà finies les premières élections libres, mais on n'a pas choisi déjà là-bas. Dans ce temps-là, le Premier ministre, on était en crainte même que les Russes venaient invader de nouveau la Pologne. C'est dans ce temps-là. Et cet avion, il y a quelque chose qui va mal avec ça. Et le pilote s'enfuit avec son chaise éjectable, c'est ça? Parce qu'il croit que l'avion va tomber dans la mer Baltique. Et un courant d'air le tourne. Et l'avion traverse toute l'Europe. Traverse aussi, passe le rideau de fer. Et tout le monde croit pendant 30 minutes que c'est un attentat. À ce moment-là, Gorbatchev, qui était le grand chef de Glasnost et tout ça, se trouve à Paris. Alors ça pourrait être un attentat comme quelqu'un comme Anders Breivik, une seule personne qui tente de vraiment créer de la guerre. Ça pourrait être un attentat contre Bruxelles, parce qu'en Bruxelles, on a l'OTAN, on a aussi le SHAPE. Après un certain temps, il y a c'est un pitch dans 2 ou 3 mots, hein, vous voyez. Hein. On envoie 2 ou 3 2 avions militaires américains. Ils voient que l'avion est vide. Alors on comprend que c'est un accident. Et on espère que l'avion va tomber dans la mer du Nord. Mais ça ne se produit pas. Là, évidemment, je peux dire maintenant, étant belge, étant surréaliste, l'avion tombe juste sur la frontière linguistique, sur une maison près de Courtrai, en tuant un étudiant. Ça, c'est l'histoire vraie. Avant d'écrire l'histoire, parce que c'était une commande de... Je ne sais pas s'il y a des organisations parallèles dans la francophonie, mais en Hollande, qui est un pays avec beaucoup de lecteurs, avec une grande tradition littéraire, il y a chaque année une commande qui est faite. On demande à un écrivain qui a assez des années déjà dans la littérature d'écrire un petit nouvelle, un novella, hein, un petit roman. Et j'ai pris ça a une tirage de... C'était... wat is nou 950.000? 9500. 9500. Non, bijna, presque 1 million. Hein? Oui, 9500.
9500 950 000. 950 000, Oui. c'est ça, 950 000, voilà. Ik moet nog veel beter leren rekenen in het Frans. Je ziet dat, hè? Ik heb beaucoup parce que c'est un cadeau. Chacun qui achète pendant la semaine du livre, qui achète un livre, c'est un cadeau pour lui. Alors ça veut dire quelque chose, n'est-ce pas? Pour 19 millions, oui, 19 millions des néerlandophones, il y a une vente pendant 10 journées de presque 1 million de livres, parce que ce sont des cadeaux pour ça. Oui, c'est ça. Et c'est un grand honneur, évidemment. C'est ça le commencement. C'était la commission, l'idée. Et puis, je me suis parlé avec les parents de cet enfant, de cet étudiant. Parce que je voudrais dire, je n'ai pas demandé si je pouvais faire ça, mais je voudrais, parce que je sais qui a lu la langue de ma mère, l'histoire sur ma mère, que j'ai écrit une autobiographie. Qu'est-ce que ça veut dire pour un parent, pour perdre un enfant? Je ne voudrais pas que ça tombe de nouveau sur leur tête, disons. Hein. Et puis, j'ai promis quelque chose, c'est de dire à chaque entretien que la famille dans mon livre n'a rien à faire avec la famille dans la réalité, bien heureusement. Et aussi, je veux y ajouter que ce n'est pas du tout autobiographique non plus. Hein. Tout à fait. Quand vous lisiez le livre, vous comprendrez. Les livres qui ont été traduits en français de Tom Lanois sont uniquement autobiographiques, en fait, à part Forteresse Europe, qui est plutôt un essai. Donc là aussi, je me suis posé la question, quand on vous a fait cette commande, et il faut savoir que normalement ce sont des auteurs hollandais et pas des auteurs belges. Donc il n'y en a que 3 ou 4 qui ont été choisis. L'avant-dernier, c'était Hugo Claus, pour vous donner une idée. Donc tout de même, c'est un très beau patronage. Est-ce que ça a influencé votre rapport à l'écriture? Le fait que ce soit une commande, est-ce que du coup ça a fait que votre écriture était peut-être moins personnelle et plus politique? Parce que c'est quand même assez politique. Que j'écris quelque chose qui est politique, c'est très normal pour moi. Hein. Et d'écrire quelque chose qui n'est pas autobiographique, c'est plutôt pour moi aussi normal. La chose la plus marrante d'être finalement traduit en français, c'est que la construction de ma personne en français, c'est totalement différent qu'en irlandais. C'est quelque chose. La littérature n'est pas seulement le livre, c'est aussi des constructions des auteurs. Hein. Alors, je suis peut-être mal construit en néerlandais et bien construit en français, je ne sais pas, mais c'est différent. Maintenant, je suis conçu comme un auteur autobiographique, mais c'est déjà un amuse-gueule, j'espère, pour tous les autres ouvrages, comme Troisième Noce, ce sera la traduction prochaine, aussi de Alain Van Kruchten, le grand traducteur, qui maintenant est en train de traduire ça. Alors, la commande n'a rien changé, évidemment, c'est justement ça. On demande quelqu'un qui a déjà... ça fait déjà 30 ans que j'écris des livres. Alors, on ne change pas parce qu'on a une commission pareille. Hein. Et, évidemment, comme on vous l'a dit, ça se passe en 1989, juste avant la chute du mur de Berlin. Et évidemment, c'est cet avion fantôme qui va traverser le rideau de fer. C'est évidemment... C'est l'étincelle qui peut déclencher une guerre entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest. Est-ce qu'il n'y avait pas un clin d'œil qui était fait aux deux territoires linguistiques de la Belgique, en montrant que là aussi, il y a certains politiques qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'on mette le feu aux poudres et que, entre guillemets, la guerre soit déclarée? J'ai grand envie de dire oui, mais je n'ai pas y pensé, non. Mais maintenant que vous... oui, évidemment... un écrivain est un voyant, le poète est un voyant, n'est-ce pas? Et un voyou en même temps. Alors oui, c'est vrai. Oui, c'était ma seule ambition d'écrire ça. Oui. Mais non, c'est une métaphore aussi, et la métaphore devient très personnelle aussi dans le livre parce qu'il y a un double, comment dire, aspect. C'est pas un aspect, mais il y a le regard sur une famille, hein, alors la guerre intime, hein, la famille qui est Vera Van Dijk, c'est le personnage principal, qui vit un grand drame, elle croit, dans sa vie, mais le grand drame va arriver quand les deux perspectives
la perspective internationale qui est l'avion, et la perspective intime, familiale qui est sa propre vie, qui vont, enfin, dans un grand scramble, qui vont se rencontrer tout à la fin du livre, évidemment. Et c'est ça, c'est plus important pour moi. Je suis un écrivain de théâtre aussi. C'est presque un grand... non, c'est une grande tragédie. Imaginez-vous que 1000, 2000 kilomètres de loin d'ici, il y a un avion fantôme qui tourne et qui tombe sur votre maison et qui tue votre fils. C'est incroyable. C'est vraiment... C'est l'inverse de Deus ex machina, c'est le tueur ex machina. Mais c'est une... ja, wat is nu het noodlot? C'est le sort, non? Wat is het noodlot? La fatalité, vraiment, c'est ça. C'est incroyable. Et presque tout le monde a oublié ça. Qui se rappelle encore de cet incident? J'ai des images du journal télévisé, c'est incroyable. Le jeune Eskens, qui était jeune dans ce temps-là, qui était le ministre des Affaires étrangères. C'était Martens encore qui était le Premier ministre. C'était Koum qui était le ministre de la Défense. C'est incroyable, on voit ça et on ne peut pas croire, on peut pas comprendre, c'est vraiment la vérité. Parce que c'est un accident assez... Et puis, il y avait des histoires que je ne pouvais pas utiliser parce que la grande drame de cette dame et aussi de la famille originale se ne mélange pas avec tous les surréalismes belges, disons. Hein. Ça veut dire aussi qu'il y avait, après ça, une grande bataille entre les Américains et les Russes pour l'avion. Les Américains voulaient avoir l'avion pour des raisons d'espionnage. Les Russes, pour éviter l'espionnage. Les Russes sont venus avec, je crois, les derniers sous de la système soviétique. C'est peut-être là-bas que l'implosion de la système soviétique a commencé. Ils ont acheté presque tout. Ils ont remboursé beaucoup d'argent aussi pour les parents. Mais alors les plaintes venaient, les plaintes des fermiers, de bournes ou des fermiers, qui disaient, mais enfin mes vaches ne donnaient plus de lait pendant 2 semaines à cause de cet avion. Il y avait aussi, on parle de Courtrai, il y avait une sorte de boulevard de l'amour, hein, où tous les prostituées et leurs maquereaux étaient. Les maquereaux demandaient 2 ou 3 semaines enfin, ja, gederfde inkomsten, des revenus qu'ils ont manqués. Je ne vais pas faire des parallèles entre les vaches et les autres, excusez-moi, je me rends compte pour le moment, excusez-moi. Mais alors, toutes ces histoires, je ne pouvais pas il y avait vraiment, non, pour moi, c'était le drame de cette femme de Vera, et ça se termine avec l'avion qui tombe sur sa tête, enfin. Pas sur sa tête, mais enfin. Oui, c'est terriblement ironique parce que dans la 4e partie, brusquement, vous changez de ton, vous utilisez le vous, en tout cas dans la traduction, d'un coup c'est un vous interpellatif, vous êtes une femme, vous êtes ceci, etc. Elle se rend compte de plein de choses et puis, ironie du sort, il y a cet avion qui brise un petit peu tous ses rêves. C'est terriblement cruel de faire ça quand même. Ou est-ce que c'est non, ce désir c'est ça, la fatalité ancienne de la Grèce. C'est aussi, elle crée même en essayant de diminuer la tragédie, elle le fait totalement. C'est ça, et c'est aussi pour faire clair que c'était une étrange guerre, non? Cette guerre froide, parce que c'était la 3e guerre mondiale en tout cas. Qui s'était sans victimes en Europe. Il y avait beaucoup de victimes en Corée, en Afrique du Sud et les autres États là-bas. Mais c'est aussi dans le livre aussi des discussions entre notamment les gens qui sont dans le SHAPE, dans the headquarters of the supreme headquarters of the Allied powers in Europe. It's almost like a good song, you know. On a tout, en Bruxelles. On a Stromae et the supreme headquarters of the Allied powers in Europe. Alors, mais je voudrais pour
hoe zeg je dat, een bruggetje terug naar een vorige ding. Je voudrais tout ça, c'était une commande hollandaise, mais je voudrais vraiment écrire sur la Belgique et la Belgique comme centre du monde pour un tout petit peu irriter les Hollandais. Mais ils ont aimé, le livre, enfin. Ouais. Est-ce qu'on fait la petite lecture pour vous donner une idée du ton, de la causticité, qui sont vraiment le style... Oui. Je vais vous donner... Ik sta altijd recht, hè, anders denken de mensen dat ik nog kleiner ben dan ik al ben. Je vais vous donner 3 extraits tout petits. Un extrait du pilote soviétique. Ça commence avec une monologue. De nouveau, je suis un auteur du théâtre. Alors ça, puis une description de la situation dans le headquarters the Supreme Headquarters, blablabla. Et puis déjà un petit extrait de Vera. Et je vais terminer ce fragment en terminant cette lecture. Voilà. Avant de toucher le sol traîtreusement rocheux et de s'y casser la jambe, ceci fut la dernière pensée d'Andrei Volkonsky, héros soviétique sur le retour. Il jeta son dernier regard de pilote d'élite sur la mer profonde au-dessus de lui, d'où son appareil vide avait disparu sans laisser de traces et, frissonnant dans le soleil du matin, il pria que notre mère Terre montre son infinité aujourd'hui. Elle possède des dunes mouvantes au bord de ce littoral de la Baltique et un hinterland plein de champs et de bois. Dans le nord, il y a des glaciers et des fjords, dans le sud des savanes et des déserts, à l'est des steppes et encore davantage de déserts. Il y a aussi les Dolomites et les Carpates, les Alpes et les Apennins, et entre tout ça, des lacs et des mers, où n'habite aucun mortel. De toute façon, 70% de la surface terrestre sont occupés par les eaux, donc non, ça ne peut pas arriver que mon zinc tombe sur une ville. Il est exclu qu'un seul être humain, innocent, perde sa vie à cause d'une erreur stupide de mon équipe de maintenance ou, qui sait, de moi-même. Non, ça ne peut pas arriver. Le monde est trop grand pour cela et Dieu est trop puissant. Dieu ou, tout au moins, son calcul des probabilités. Bruxelles. Sur un grand écran au mur, un petit avion blanc miniature avançait lentement mais inlassablement, accompagné d'un bip-bip régulier de la droite vers la gauche, par-dessus une représentation rudimentaire du continent européen. Un ver de terre qui se traîne sur la pelure d'une pomme, avec le mouvement sans grâce de toutes les larves et asticots, se repliant sur lui-même et se détendant à nouveau, avançant par à-coups. Et une chose surtout, hors de tous les couloirs aériens possibles. Ce ver ailé fonçait, à sa manière, vers la grosse ligne rouge qui séparait l'Est de l'Ouest, l'esclavage de la liberté, le communisme du capital. Bip-bip, bip-bip. Tous les ordinateurs prévoyaient que l'asticot franchirait la ligne à autour de Dannenberg. Ça n'était jamais arrivé en 40 ans de guerre froide. Vera, dans sa maison, elle a fait entrer la fiancée de son mari. Ce matin, elle a eu le coup de téléphone de son mari pour annoncer que le mari avait une fiancée, Carla. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait entrer la fille, qui était surprenant, c'était surprenant, mais elle était là.
Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand dans le matin frais, une enfant à peine plus âgée, que votre fils se présente devant votre porte, tremblante de froid, avec les yeux mouillés de larmes et une voix chevrotante, et qui vous supplie, ne fût-ce que pour 5 minutes, d'écouter ses excuses et sa version de l'histoire. Qu'est-ce que vous faites? Vous la faites entrer dans un silence glacial, mais vous la faites entrer. Vous n'êtes pas un monstre. Et vous nourrissez l'infime espoir qu'elle ne vous apporte pas seulement son son de cloche, mais en même temps une parole de délivrance, avouant qu'elle, Carla, n'est qu'une passade pour Walter. Qu'ils se sont rendus compte tous les deux, ça, et qu'après cette conversation, Carla disparaîtra de votre vie à jamais. Mais dès que la porte, avec sa nouvelle serrure, s'est refermée derrière elle, et aussitôt que, marchant derrière elle, vous remarquez ses longues jambes et ses proportions parfaites, et que vous voyez les regards curieux qu'elle jette sur votre intérieur, l'examinant en tous sens, violant votre intimité, mesurant votre douleur avec ses yeux de 20 ans, vous avez compris. La parole de délivrance ne viendra pas. Vous la dirigez rapidement vers le salon avant qu'elle n'aille d'évaluer la cuisine et la salle de bain et qui c'est le garage. Cette fille continue à jeter bouche bée des regards circulaires. Et dans le salon, vous lui indiquez le premier fauteuil venu. C'est celui aux ironies où votre mari s'écroule volontiers pour regarder des documentaires animaliers à la BBC. Avant que vous ayez le temps de penser à cela et que vous puissiez corriger votre offre, elle s'est déjà assise, hâtive et pourtant, finalement, intimidée maintenant. Elle se retranche derrière ses bras croisés, installée sur une tête de pont de cuir brun et des coussins de soie. Des coussins qui portent encore l'odeur de votre mari. Et vous pensez, qu'elle reste là. Il y a des souvenirs qui collent à tous les meubles, parfois encore plus qu'à ce fauteuil. Cette antique chaise longue là, c'est sur elle que vous vous êtes fait prendre par Walter en diverses postures l'année après l'avoir achetée. Elle avait coûté la peau des fesses, mais Walter la voulait à tout prix. Après chaque partie de jambes en l'air, vous vous y endormiez profondément, tous les deux, Walter au-dessus, vous au-dessous. Et après cette première année, il n'en fit plus usage que très rarement. Et vous de même, ce meuble encombrant avait toujours été inconfortable, mais même dans toutes les positions, et après y avoir dormi, on était cassé de partout. Vous ne laissez rien voir de votre dépit à propos du choix de ce fauteuil, et au contraire, vous offrez une verre à la fille, aux forces de l'habitude et de l'hospitalité flamande. Vous offrirez un verre de whisky, le plus cher, son whisky. C'est un test. Vous pensez qu'elle va refuser, que sa jeunesse va lui dicter de choisir plutôt un modeste verre d'eau ou de prononcer un repentant « Je ne veux rien, madame, mais merci de me l'offrir ». La fille dit « Donne-moi un double avec 2 glaçons ». C'est tout juste si elle n'ajoute pas « Et prends un aussi, verra, sa voix est rauque ». Si rauque, ce genre de voix que les hommes trouvent sexy. Mais l'humilité qui émane d'elle n'est pas feinte. Elle sape la décision que vous aviez envie de prendre, la mettre à la porte tout de suite. Cette conversation ne mènera à rien, vous le savez déjà, mais vous ne voulez pas paraître impoli. Même en cet instant, face à ce genre de pouliche, c'est votre angoisse, c'est votre cicatrice la plus profonde. Que va-t-on penser de moi? Tout compte fait, vous n'êtes que le produit de votre éducation, une
civilité confinant à l'inhibition, les années 60 n'y ont pas changé grand-chose. En outre, vous n'avez pas envie que Carla raconte tout à l'heure à Walter que vous êtes déstabilisé. Une épave qui change d'avis et d'humeur à chaque seconde. Si Carla doit rapporter quelque chose à Walter, ce sera le récit de votre solidité morale, de votre classe, en des moments d'épreuve, donc digne et calme. Vous lui versez un whisky sans glaçon. Il ne faut pas que cette fille croie qu'elle peut vous donner des ordres comme à ce Walter qu'elle mène par le bout du nez. Le verre d'eau, vous le prenez vous-même, parce que vous avez la tête qui tourne après les 3 single malts que vous avez déjà. Buvez vous-même, que vous vous êtes envoyé. Et le silence glacial perdure. Deuxième partie. Après la conversation. Okay. Merci. Alors, vous parliez de cette scène au Shape qui est juste hyper cocasse. Et il y a 2 émissaires venus des États-Unis, un républicain et un démocrate, qui se disputent pour savoir quelle arme on va envoyer et avec laquelle on va bombarder cet avion. Tout ça sans avoir aucune information sur l'avion en question. Est-ce que c'est une façon de montrer aussi que finalement une guerre, elle peut se déclencher sur un malentendu, dans une totale absurdité? Oui, parce que je crois que ça a été tout près. Il y avait 5 minutes où tout le monde était préparé à faire une guerre. Mais c'était si surréaliste qu'un seul avion venait chercher revendication que c'était même pour des militaires quelque chose de très étrange. Enfin, la discussion, c'est aussi une discussion, je crois, métaphorique pour faire clair que même pendant les guerres, la plupart des décisions ne sont pas toujours faites dans des conditions stables ou des conditions rationalistes. On doit avoir aussi l'audacité de la doute. Ce que Obama a fait maintenant, c'est quelque chose de vraiment incroyable, je crois. Il y a d'autres choses pour que je ne suis pas plus un fan de Obama, mais ça, quand il y aura un républicain, un des fils Bush qui était président, on aura déjà bombardé, je crois, Damasque. Damasque, c'est Damasque? Damasque, ok. Alors c'est très rare d'avoir des gens qui ont l'audacité de douter. C'est très rare. Ce sont toujours les gens qui disent on doit prendre des décisions fermes, qui sont des militaires. Pas toujours, mais c'est très rare de trouver, je crois, des gens là-bas qui sont de notre avis. Il y a une force très masculine aussi qu'on doit prouver qu'on est fort. Et c'est ça la discussion. Pour moi, ce ne sont pas les 2 politiciens là-dedans. C'est le type, c'est Rogers, c'est le chef d'équipe, on dit ça, de staff, chief of staff du grand militaire Van Buren. C'est aussi quelque chose que j'ai donné les Hollandais. C'est un type qui était le chef du Shape qui avait un nom hollandais. Van Buren, hein, ce sont mes lecteurs hein, aussi, les Hollandais. Mais c'est la discussion entre les deux, et notamment ce Roger qui a été un militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi en Vietnam, et qui est un type qui est serré, qui est serein aussi, als dat een goed woord is in het Frans, qui est plus stable que les autres. Et qui pense à ce moment, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors c'est plutôt un mosaïque, comme toujours, c'est un livre assez court, mais c'est comme dans des histoires, c'est pas un tableau, ce n'est qu'un sketch, on dit ça, oui. Et on doit s'imaginer, c'est ça j'espère que font les lecteurs, on doit s'imaginer aussi
où les histoires sont de temps en temps commencées, où ils vont se terminer aussi. Seulement Vera, on voit, on a presque sa vie entière à la fin du livre. Pour le reste, on doit s'imaginer. Je vous donne quelques contours et c'est bien normal, je crois, pour un lecteur de faire aussi quelques instants de travail en train de lire. J'imagine parfaitement, dit Carla, j'imagine parfaitement ce que tu penses de moi. C'est ton droit, rien à dire. À ta place, je penserais comme toi. Mais Vera, les choses sont ce qu'elles sont. Walter et moi, on s'aime. À cet instant, tout de même, Carla fait une petite pause et boit une deuxième lampée. Du coup, son gobelet est à moitié vide. Elle y jette un coup d'œil étonné, puis elle reprend, infatigable. Attention, j'ai résisté longtemps, Vera, et fort. Walter aussi. On trouvait que ça ne faisait pas. On s'est évité pendant des mois. Mais notre amour était trop fort, et Walter, oh, elle est un tel trésor, non? C'est pour lui que je suis ici. Ne coupe pas le contact avec lui comme tu l'en as menacé ce matin au téléphone. Il va être complètement effondré. Et moi aussi, ça me touche beaucoup, Vera. Note que c'était mon idée de te téléphoner. Je trouvais que ça ne pouvait pas plus durer comme ça, Walter aussi, depuis longtemps déjà. Mais il trouvait jamais le courage de t'en parler parce qu'il savait combien ça allait te blesser. Et cette nuit, on a de nouveau discuté pendant des heures. Et de nouveau, on tournait en rond et on est allé boire un dernier pot. Et c'est là, dans ce café, que Walter affaibli. Il pleurait. Il disait... Je suis obligé de cracher le morceau à Vera. Il a demandé le téléphone au barman. Il t'a appelé, et donc il ne faut pas s'y tromper. Il tient encore terriblement à toi. Ne fais rien d'irrévocable. Et puis, pense aussi au Peter. C'est un drame exagéré, ça peut avoir un effet négatif sur ses études. N'oblige jamais ce garçon à choisir entre toi et son père. Walter n'y survivrait pas, et moi non plus. Tu penses bien, je ne désire pas que Walter me choisisse pour rompre avec vous deux. Elle s'interrompit pour une troisième et dernière gorgée. Elle reposa le verre sur la table basse et repartit de plus belle. Il parle encore de toi, Vera, avec un tel enthousiasme, de tout ce que vous avez vécu ensemble dans le temps, il y a longtemps, Berlin, Amsterdam, par quelle époque! Parfois, je suis tellement jalouse de ne pas l'avoir connu quand il était jeune. Et cette maison que vous avez construite ensemble de vos propres mains et avec si peu d'argent au début, j'ai une telle admiration pour ça, et pour vous deux. Hein. Et puis, quand il me raconte comment tout s'est déglingué petit à petit entre vous, comment votre bonheur vous a glissé entre les doigts tout doucement, souvent, il en pleure littéralement dans mes bras. Tu es encore terriblement importante pour lui, Vera. Et c'est pour ça qu'il faut être raisonnable. Agissons en adultes. Restons amis, tous ensemble, et ne traite plus Walter comme ce matin. Il en est complètement bouleversé. À son tour, Vera posa son verre sur la petite table basse. Elle fut heureuse de pouvoir le déposer sans que l'eau ne gicle par-dessus bord. En tout cas, elle avait le parfait contrôle de sa main. Maintenant, le reste. À lire dans ce livre.